Donc coucou YouTube, coucou tout le monde. Bienvenue dans le live manga numéro 77. Ça commence à faire un petit moment qu'on fait les live manga. Ce live manga un peu particulier, pourquoi? Parce qu'on va parler des nouveautés, mais pas du nouveauté de décembre, parce que du coup, c'est un peu mon live reprise. Donc ça va être les nouveautés des mois derniers que j'ai pu traiter, que je peux traiter ce soir, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de nouveautés de décembre particulièrement. J'en parlerai plus tard. Et en deuxième partie, comme d'habitude, mes lectures récentes avec pas mal de rattrapage, donc c'était très chouette, voilà, c'était très chouette. Et on va parler du coup de mes envies des derniers mois, voilà. Du coup, au lieu de dire mes envies de décembre, c'est mes envies du dernier mois. Il y a 4 titres comme d'habitude. Il y a Promenons dans l'espace aux éditions Glénat, il y a Gain aux pieds nus aux éditions du Tripode, il y a Qui a vu le pendancier aux éditions Akata, et il y a Bota Bota aux éditions Kiyun. Voilà. Est-ce que vous connaissez des titres dans cette sélection? Est-ce que vous en avez entendu parler? Voilà, je suis très curieux. Je vais commencer par Promenons-nous dans l'espace, du coup. Promenons-nous dans l'espace, qui est un titre qui m'a intrigué sur la thématique, parce que je trouvais ça chouette qu'on parle un petit peu d'astronomie, tout simplement, mais avec une autre thématique sous-jacente. Ah mais Gen, c'est normal, c'est normal que tu le vendes. C'est normal que tu le vendes Gen d'Hiroshima. C'est une réédition qui était très attendue, donc du coup, c'est normal. On va en parler après. Promenons-nous dans l'espace. Concrètement, on est sur une série qui est en cours au Japon, voilà, avec 5 tomes en cours. Nous, on a un tome en France qui est paru en septembre. On a le prochain tome en janvier, voilà. La thématique sous-jacente t'intéresse? Oui, je pense que ça va être la thématique sous-jacente qui va intéresser beaucoup de monde. Concrètement, on va avoir 2 personnages principaux. Un personnage principal qui va être Yamato, voilà, qui le dit ce qui est, enfin, faut dire ce qui est, c'est un peu le cliché de la racaille, voilà, de l'école. Le mec va à l'école, mais écoute pas en cours, il sèche, il a un petit boulot alors qu'il a pas le droit. Enfin bref, vraiment c'est l'archétype de la racaille, voilà, un petit peu. Vraiment, quand j'ai racaille, mais gentil, voilà, c'est vraiment plutôt le mauvais garçon, mais qui fait genre qu'il est mauvais garçon. Il n'est pas dans sa peau dans cette situation. Pas du tout un Furioso, non, c'est pas un Furio non plus, hein, attention, on est vraiment du Furio, c'est une autre époque. Enfin, moi je considère que c'est une autre époque. Mais non, c'est clairement pas un Furio. Et y a pas de baston, hein, voilà, c'est vraiment juste un peu les bad guys de l'école, quoi, voilà. Et il y a un jour, il y a un nouvel élève qui arrive dans la classe, et déjà le nouvel élève, il arrive, et genre il se présente d'une manière très particulière, où vraiment il arrive, je dis « Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Keisuke Uno, et je suis né le 20 juin. » Voilà. Et tout le monde est en mode « Il est complètement chelou ce gamin, enfin ce mec, il est trop bizarre, quoi. » Et les yeux écarquillés de ouf, toujours avec un sourire de façade, et on comprend pas trop pourquoi. Sauf que c'est Keisuke Ono, rapidement, on va se rendre compte qu'il est spécial. Spécial dans quel sens? Dans le sens où c'est quelqu'un que si tu lui parles un petit peu trop, tu lui poses des questions qui n'a pas la réponse, il va paniquer, il va prendre peur. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer les aspects sociaux dans son entourage, dans son environnement. Mais genre typiquement une question pour laquelle il va pas être préparé entre guillemets mentalement, il va pas réussir à la gérer et il prend soit la fuite ou alors il panique, enfin vraiment c'est compliqué pour lui. Et on sait pas, enfin il est comme ça, voilà, il est comme ça. Et rapidement, Kobayashi, il va un petit peu au début, il est complètement chelou ce mec, et il va trouver une espèce de carnet où Keisuke Uno, il va noter tous ces trucs, toutes ces astuces pour avancer dans la vie, en disant bah ok, telle question, je réponds ça. Il a une espèce de, qu'on appelle ça, une espèce de marche à suivre. Typiquement le matin, il met premier réveil, je me lève, je dois brosser les dents, je dois petit-déj, ne pas oublier de petit-déj, etc. Et tout est écrit dans son carnet, et c'est un peu son carnet de bord, son carnet de vie, littéralement, qui doit se référer en permanence, sinon il est perdu.
Et c'est un peu son astuce, entre guillemets, pour essayer de gérer son quotidien. Qui est très intéressant, du coup, moi j'ai trouvé personnellement. Et donc du coup, Yamato, donc la petite brute, on va dire. Mais c'est pas une brute, c'est vraiment un mauvais... Je fais genre c'est un mauvais garçon, mais dans le fond, c'est vraiment un mec qui a l'air plutôt vraiment cool. Il va se rapprocher de lui, et il va être intrigué par lui, et il va surtout prendre exemple sur Keisuke parce que dans ses petits boulots, il comprend pas. Tout simplement, il comprend pas ce qu'il doit faire. On lui demande de faire la caisse, il comprend pas. Et il va commencer à noter tout ça. Et à essayer de garder du sérieux au fur et à mesure. Et tous les deux, en fait, ils vont se pousser mutuellement l'un avec l'autre vers le haut. Ils vont se tirer vers le haut. C'est pas une... Ouais, ça peut être une sorte d'autisme. C'est pas forcément... On pourrait considérer que c'est une sorte d'autisme pour Keisuke. Mais c'est à aucun moment on parle d'autisme. On dit juste qu'il est spécial. Voilà. À aucun moment on parle de maladie ou voilà. Mais oui, ça pourrait être une forme d'autisme, concrètement. Et ce que je trouve vraiment chouette dans le titre, de mon côté, c'est que on va tous les deux déjà, ils vont commencer à échanger, etc. Et ils vont commencer à discuter, et en fait, Yamato va vraiment essayer de se rapprocher de lui, mais tout en essayant de le comprendre. Mais vraiment, quand je dis de le comprendre, c'est au maximum pour essayer de pas mettre Keisuke dans l'embarras. Quitte à vraiment abandonner ses potes, voilà, ses autres potes. Ses autres potes qui sont tous aussi un petit peu des mauvais garçons, mais eux qui sont un peu plus mauvais garçons, voilà. Ils sont en mode, bah, tu rigoles, Keisuke, enfin Yamato, pardon, tu t'arrêtes tes conneries, tu vas pas traîner avec un loser comme lui, etc. Et lui, il est en mode, mais non, mais en fait, ce mec, il va devenir, il deviendra mon ami, en fait. Il veut devenir ami avec lui. Et par la suite, dans le premier tome, ils vont... Parce qu'on parle de promenons-nous dans l'espace, Keisuke, il est passionné d'astronomie. Mais quand je dis passionné, c'est passionné. Vraiment, le mec, tu vas lui poser des questions sur une constellation, il va sortir toutes les étoiles dans la constellation. Etc., etc. Et je trouve ça vrai... Et Yamato, lui, il est toujours un petit peu en train de lever les yeux, et un soir où il rentre avec Keisuke, il voit les étoiles, et ils sont en mode... Et Yamato, il est en mode... Ah, mais c'est beau, mais c'est quoi cette étoile Ah, si je pourrais peut-être demander à Keisuke la réponse, tu vois. Et Keisuke est trop heureux de parler d'astronomie. Et ensemble, ils vont rejoindre un club d'astronomie, du coup, qui était sur le point de s'effondrer. Voilà, où ça intègre d'autres personnages par la suite. J'ai trouvé ça chouette dans l'ensemble, personnellement. Mais dans l'idée, le perso pourrait être comme le gars dans Good Doctor. Oui, je vois à peu près ce que tu veux dire, oui, Fléau. Je pense qu'indirectement, il y a des références à l'autisme et des références à des troubles d'attention. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Le TDAH, c'est pour Yamato. L'autisme, en référence, c'est pour Keisuke. Et peut-être de la thématique de la mise à l'écart de la bonne société de ces gens-là. T'as forcément une mise à l'écart parce qu'il est spécial, Keisuke. Voilà. Et même Yamato, il est mis à l'écart inconsciemment. Parce qu'en tant que mauvais garçon, il se met volontairement à l'écart. Et même s'il a un groupe d'amis, mais c'est des amis pour le flanc, quoi, en fait. Donc oui, totalement, à ce bout, tu tombes juste. Hein. Tu m'arrêtes si je dis non, parce que j'ai pas vraiment l'occasion de vraiment tout bien lire, j'ai juste feuilleté. Non, mais t'as totalement raison. Pour moi, t'as totalement raison. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà à peu près pour le premier tome, que j'ai trouvé intéressant. Moi, mon bémol est sur le personnage de Yamato, qui personnellement, je le trouve un peu trop cliché. Le mauvais garçon en repenti, je l'ai déjà trouvé X fois, mais c'est efficace. Voilà, c'est mon seul cliché, enfin c'est mon seul bémol sur le titre. Je m'appelle Club du Flanc, non. L'attente du tome 2 est longue, janvier, du coup. Après, la série, elle a 5 tomes en cours au Japon, ça prendra son temps. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches un petit peu sur l'autrice, du coup. J'ai trouvé des trucs... Alors, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que l'autrice, du coup, qui s'appelle Doronoda Inuiko, et bah, elle a fait juste un petit one-shot, et ensuite, elle a fait Promenons-nous dans l'espace, qui a été directement sérialisé. En fait, elle a eu un gigaboom dès le début. Elle a marché plutôt fort. Et elle est apparue en public. Et elle nous a fait une Paru Itagaki, où elle a décidé de mettre une tête... comment on appelle ça ? Une tête d'animal, entre guillemets, un masque d'animal sur la tête, parce que Inuiko veut dire chien noir boueux. Et du coup, c'est en référence aussi avec son image de profil qu'elle utilise, par exemple, sur Twitter, sur Insta, des choses comme ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Paru Itagaki, on en parlera tout à l'heure, mais elle a un costume, elle a une tête de coq, voilà. Et bah elle a une tête de chien noir.
Et c'est pour ça qu'elle a son masque, pour pas montrer son visage. Et une petite anecdote là-dessus, qu'elle a répondu dans une interview du journal Asahi, donc qui est quand même un gros journal au Japon, hein, Asahi, de toute façon vous connaissez peut-être Asahi, le groupe, Asahi ils sont partout, bref. Ils ont un journal aussi. Et elle a répondu à une question dans une interview, et d'où son pseudo, elle a expliqué son pseudo Inuiko, et elle a dit... en pensant à moi pendant que je dessinais, je cite, hein, j'ai imaginé un chien qui se débattait dans la boue et j'ai donc décidé d'utiliser cela comme pseudonyme, d'où le fameux Inuiko. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt chouette à raconter comme petite anecdote, donc c'est pour ça que je vous la livre en même temps, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et comme d'habitude, vous avez le... bon, je mets toujours Twitter, je sais que c'est X, mais voilà, j'arrive pas à passer outre. Si jamais ça vous intéresse, il y a son X. Voilà, ça fait bizarre de dire ça, il y a son Twitter. Voici pour Promenons-nous dans l'espace. Et comme tu dis stream, ça a l'air cool et je trouve que c'est plutôt cool comme titre. Donc, à voir la suite, tout simplement. À voir la suite, comment ça évolue. Le titre est vraiment bien reçu au Japon dans l'ensemble, donc why not? Passons au prochain titre. Je vais vous parler de Gen aux pieds nus, plus connu en France sous le nom de Gen d'Hiroshima, mais qui est littéralement une erreur. Parce que dès le début, c'est un choix éditorial qui a été fait à l'époque, comme on fait des ajustements de titres, et comme disait Tom tout à l'heure, c'est pour être plus impactant, on a mis Gen d'Hiroshima, c'est plus parlant que Gen aux pieds nus. Voilà. Mais, avant de vous parler du titre, il est important que je vous parle de la vie de ce grand homme qui a été Keiji Nakazawa, de mon point de vue. Alors, Keiji Nakazawa est décédé, malheureusement. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui est quand même né, qui est né du coup à l'âge de 73 ans en 2012. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est né dans les années 40. Voilà. Ouais, El Famoso Rôdeur de la Nuit pour Demon Slayer. Bref. Mais du coup, oui, il est décédé en 2012. Mais ce qui est ahurissant, c'est qu'il a réussi à vivre aussi longtemps. Pourquoi? Parce que Keiji Nakazawa est un des survivants de la bombe nucléaire d'Hiroshima. Il l'a vu tomber. D'où le fait que, en 72, il a écrit une série d'autobiographies qui s'appelait Ore wa Mita, je l'ai vu. Traduit littéralement, je l'ai vu. Il a travaillé sur cette autobiographie pendant plusieurs années, et suite à cela, il a travaillé ensuite sur Gen aux pieds nus, qui fut traduit en France par Gen d'Hiroshima. Voilà. C'est quand même très important de le souligner parce que c'est quelque chose qui restera son œuvre majeure. Il a fait d'autres titres par la suite qui sont et qui ensuite ont été adaptés, etc. Mais c'est très intéressant. Oui, alors il est sorti en anglais, il est sorti en allemand, il est sorti dans plein de langues si jamais Ore wa Mita. Un jour, on aura peut-être une traduction française. Faudrait que je me renseigne si on l'a ou pas. Mais oui, si jamais vous avez l'occasion, ça peut être très intéressant. Après, Gen aux pieds nus est littéralement une sorte d'autobiographie, pas dire approximative, mais en tout cas un petit peu modifiée, qui adapte. Je l'ai vu en fait, donc c'est très intéressant, voilà. Oui, il a fait une autre autobio par la suite, oui. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de lire Gen aux pieds nus. Et c'est pour ça que je dis que c'est très surprenant qu'entre guillemets il a été jusqu'à 73 ans. Parce que il a vécu la catastrophe et il a été irradié. Donc très surprenant qu'il a été aussi loin dans sa vie. Typiquement sa mère, elle est décédée peu de temps après la catastrophe d'Hiroshima à cause de l'irradiation. Voilà. Oui, voilà, il y a plein de choses fléaux. Après, les années 80, c'est un peu différent par rapport à maintenant, où on fait plus attention sur les traductions. À l'époque, c'était plutôt... on s'en fout, et puis go, on voit ce que ça donne. Comme on disait tout à l'heure, Gen d'Hiroshima, c'est un titre qui a eu de multiples éditions. Mais la plus connue, voilà, c'était celle qui est sortie chez Vertige Graphics, qui était sortie en 2003 avec 10 tomes, et qui a été rééditée en tome double ensuite en 2016 chez Vertige Graphics, encore une fois, qui est introuvable. Voilà, je vous le dis tout de suite, à des prix décents, c'est pas trouvable. Donc,
Merci beaucoup aux éditions du Tripod. Et je le redis, et à chaque fois que je vais voir un libraire, on en parle, je dis merci aux éditions du Tripod d'avoir fait ça, parce que les éditions du Tripod, c'est normal que vous ne connaissez pas si vous lisez majoritairement du manga. Ce sont des éditeurs de romans. Voilà. Et qui ont... Oui, c'est des omnibus, ouais, j'avais vu, ouais. Est-ce que c'est déprimant que le tombeau des Lucioles? C'est... En vrai, oui. En vrai, oui, parce on va avoir beaucoup d'horreur dans Geno Pieds Nus, mais c'est pour ça que c'est important de le lire. Donc pour l'édition du Tripod, d'ailleurs, attendez, je vais vous la chercher parce qu'elle est intéressante. Je devais le prendre avec moi initialement, mais j'ai oublié de le prendre. On est sur des éditions qui sont assez conséquentes, voilà. C'est un beau bébé, hein. C'est des grands formats, hein, si jamais. Avec une préface de Art Spiegelman. Pour ceux qui ne savent pas, Art Spiegelman, c'est l'auteur de Maus, le roman graphique qui parle des camps de concentration et des déportés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on reste dans la même ambiance, évidemment. Mais c'est une préface qui est extrêmement intéressante que je vous encourage, pardon. Voilà, si jamais. Je crois que je l'avais découvert à la bibliothèque municipale. Oui, Genjiro Shima, bien sûr, ça a été dans les bibliothèques municipales, voilà, dans les... Certaines médiathèques peuvent se targuer encore de l'avoir. Deux préfaces super intéressantes dans le tome 1 pour bien remettre dans le contexte. Exactement, Tom. La préface m'intéresse de ouf. Elle est très très intéressante, la préface de Art Spiegelman. Qui littéralement en parle pendant... Il y a quasiment 6 pages, voilà. Et il y a une seconde préface avec... de Keiji Nakazawa. Voilà. Qui est également très intéressante. Et à la fin, vous avez également... vous avez... Non, voilà, il y a la petite biographie de Keiji Nakazawa. Oui, alors le Tripod, je sais pas comment ils ont fait pour obtenir les droits, mais ils ont fait la magie noire. Hein, vraiment, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, encore une fois, grand merci aux éditions du Tripod de remettre ce monument en France, parce que bordel, je sais pas comment ils ont fait. Hein. C'est vraiment de la magie noire de récupérer ce genre de droits sur des séries aussi magistrales que Genji Hiroshima / Geno Pieds Nus. Édition 96 japonaise que le Tripod a inclus dans son édition. Exactement, exactement. Je peux vous confirmer qu'il est juste là. Mais de toute façon, tout est documenté. Hein. Voilà, tout est vraiment écrit. Et ils ont à ce que j'ai compris, ils ont retravaillé des notes de traduction, des notes d'éditeur, etc. Enfin, vraiment, sur les loin. Qu'est-ce que c'est un petit sacrifice pour Satan pour réussir à éditer ce classique? Oui, bon, on est plus à ça après. Bref, allez, bon. Parlons un peu plus de Geno Pieds Nus, parce qu'on en parle plus tard, on en parle, mais il y en a qui ne savent même pas de quoi ça parle, et je vous en veux pas, hein. C'est juste que c'est important. Enfin, après, bon, vous avez vite compris. Vu le vécu de l'auteur, et qu'on a parlé d'autobiographie, je pense que vous avez fait tout de suite le lien. Geno Pieds Nus, ça va adapter, je dis bien adapter, le point de vue d'une manière un petit peu particulière, majoritairement autobiographique, mais retravaillée, voilà. Le point de vue de l'auteur quand la catastrophe a éclaté. Avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe, avec le climat environnant. Rappelons-nous, nous sommes en Seconde Guerre mondiale. Le Japon est en train de perdre la guerre, voilà, faut dire ce qui est. Et du coup, se bastonne contre les Américains. Voilà, donc on est dans un environnement très particulier où alors le lien tu pourras pas le mettre Totem, mais tu peux me l'envoyer, je le mettrai. Et du coup le climat il est très particulier parce que on a vraiment le Japon qui est en train de perdre, mais qui fait de la propagande en disant il nous faut des héros, continuez à vous battre, etc. etc. Continuez en permanence à combattre. De toute façon, en train de faire de la propagande agressive contre les Américains. Coucou Peleliu, hein, parce que voilà, Peleliu, Guernica of Paradise, c'est aussi tiré de la même période, avec la même propagande japonaise, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir le contexte. Et il en parle du contexte, donc, avec la famine, d'ailleurs, ils ont toujours très faim, c'est très compliqué d'avoir de l'argent, etc. Il est issu d'une fratrie de 3. Donc il va avoir son grand frère qui va partir au front, qui décide de s'enrôler en tant que volontaire parce qu'il en a marre que sa famille ne fasse pas ce qu'il faut entre guillemets de son point de vue. Et il a sa sœur également. Enfin, c'est un...
c'est un contexte qui est très particulier. Et tout ça pour dire que rapidement, déjà on sent que c'est un peu compliqué, la faim, la pauvreté, aussi le fait que il n'y a pas de soldats dans leur famille, etc. Ils se font vraiment mettre à l'écart, voilà. Ouais, Peleliu est excellent. Voilà. C'est du même niveau pour moi, enfin, Peleliu est en dessous, pardon, que Gain au pied nu, pour vous dire à quel point on en est. Et tout ça pour dire que par la suite, on va avoir l'avant Hiroshima et le moment de la bombe. Et là, les planches parlent d'elles-mêmes. Je peux pas décrire ce qui est dessiné parce que elles sont très 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 impactantes ces planches. Concrètement, moi j'étais la gorge serrée, et j'ai encore la gorge serrée en parlant. J'avais vraiment la gorge serrée en lisant le tome. J'étais pas bien. Et on sentait que toutes les scènes qu'il avait décrites, il a dû les voir. Tu... il dessine des gens en train de fondre à cause des radiations. Il dessine des gens qui littéralement sont morts sur le coup. Il dessine un cheval qui est en train de courir complètement enflammé. Il dessine toutes ces genres de choses. Et c'est... Ouais, ça prend en trip. Vraiment, Tom, t'as raison, ça prend en trip. T'es pas bien. Mais c'est pour ça que c'est important de lire ce genre de titre. C'est pour pas oublier ce genre de catastrophe. Voilà. Et c'est pour ça que Gain au pied nu, c'est pour moi... On parle d'un dessin qui au début, et c'est vrai qu'il est un peu daté, et ça je suis d'accord. Mais les émotions, elles sont tellement retranscrites à l'intérieur que ça te prend en trip, quoi. C'est très particulier comme ressenti. Et c'est pour ça que si vous avez l'occasion de lire ce genre de titre, faites-le, soyez dans de bonnes conditions, parce que si vous êtes dans un mood particulier plutôt négatif, ça va vous pourrir, hein, je veux le dire clairement. Mais par contre, je vous invite vraiment à découvrir ce genre d'œuvre magistrale. Et également lire Maus de Art Spiegelman aussi, si vous avez l'occasion. Ça fait partie de ces titres qui sont absolument en must read, hein, en must have. Hein. C'est clairement, c'est pas une forme de témoignage, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Et oui, c'est pour ça que c'est terrifiant, parce que tu sens que tout ce qu'il a vu, c'était réel de ses yeux d'un gosse de 6 ans. Voir des gens fondre devant soi. Voilà. Ah mais tout le monde... Mais t'es obligé... Enfin, si les gens n'en parlent pas en bien, c'est que c'est le dessin qui a pu bloquer. Ce que je comprendrais, parce que le dessin, bah, il est acté, enfin il est daté, tu vois, c'est normal. C'est un titre qui date des années 70. Donc forcément, c'est un dessin qui est un peu daté. Mais... Enfin, voilà. Pour moi, c'est absolument... pas obligatoire, mais en tout cas fortement recommandé de mon point de vue. S'il y a un titre que vous devez prendre sur l'année 2025, pour moi, c'est Gain au pied nu. Voilà. La réédition est tellement... Enfin, moi, je l'avais tellement d'attente de pouvoir enfin toucher un des mythes du manga, parce que pour moi, ça fait partie de ces titres qui sont à hauteur de Tezuka, hein, faut dire ce qui est, hein, ça fait partie de ces témoignages qui sont même dans... C'est une autre catégorie, vous allez me dire, oui, je sais, mais tout confondu, ça équivaut à du Tezuka. Voilà, c'est hyper important. Alors, à offrir à Noël, j'irai pas chercher jusque-là, parce que c'est quand même un cadeau de Noël qui peut être un peu empoisonné, si la personne n'est pas réceptive. Mais, si vous savez que la personne elle a un chouïa d'intérêt pour l'histoire japonaise, allez-y, voilà. Ouais, ça peut faire spécial comme mood, c'est pour ça que je te dis ça, Tom. Oui, il y a eu un film d'animation aussi, oui, voilà. Mais voilà, c'est très 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 intéressant. Alors je copie le lien que t'as mis. Il est sur le Discord si jamais, si vous avez envie. Hop. Voilà. Il est sur le Discord également. Je me demande surtout, c'est qu'est-ce que l'auteur va dire pendant 10 tomes de 45 à 53 ? Bah, il y a plein de choses à dire. Hein. Rien que le contexte historique avec l'après-guerre, avec l'occupation américaine. À mon avis, il y a plein de choses à dire, parce que tu vas avoir une haine anti-américaine qui va évoluer, qui va arriver derrière. Parce que c'est les Américains qui ont bombardé le Japon. Et ensuite, c'est les Américains qui occupent le territoire japonais. Non, mais il y a plein de choses à dire. Hein. Je disais forme pas pour minimiser. Attends. Ah oui, une forme de témoignage, c'est pas pour minimiser.
C'est plutôt parce que j'avais dans l'idée que témoignage avec des descriptions avec des mots, mais je sais pas pourquoi je limite à ça. C'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. Mais non, mais t'inquiète pas, au bout, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça fait partie des titres où moi j'avais eu un titre, bon là c'était un petit peu différent, mais qui parle aussi de la période de l'occupation. Là c'était plutôt le Japon qui avait envahi de mémoire Taïwan. C'était Hoken, que je vous en parlerai peut-être un jour. C'est un roman graphique que je vous recommande chaudement, qui est juste là. Alors le dessin, encore une fois, c'est particulier. Voilà, c'était un de mes coups de cœur en 2023, et ça l'est toujours. Donc si vous avez l'occasion, pareil, en témoignage historique, c'est très très intéressant. Bref, ne dévions pas trop. On a 2 titres à aborder. Ce titre était peut-être le titre avec lequel j'ai le plus de ferveur et de passion à défendre ce soir, mais je vous c'est celui. S'il y a un titre à lire en 2025, c'est celui-là. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il sera dans mon top 5, c'est obligé de toute façon en bilan 2025. Enfin, c'est un mastodonte. Beaucoup trop intéressant. Beaucoup trop intéressant. Passons au prochain titre. Alors, je vais dire un peu plus de légèreté, mais non, pas tant que ça. Voilà. 13,90 par tome. C'est vrai que j'ai pas parlé du prix, mais le prix, c'est pas très important sur ce genre de titre. Mais oui, grand format. Enfin, format perfect, on va dire. Format perfect édition. On va dire ça comme ça. Ça rapproche des perfect éditions qu'on peut avoir très facilement. Un peu plus de légèreté avec une fiction. Voilà. On va partir en disant que c'est une fiction et ça sera plus léger. Du coup, on va parler de Qui a vu le pan danser aux éditions Akata. Plus léger entre guillemets. Ouais, c'est pour ça que je dis plus léger parce qu'on va quand même parler d'un thriller. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Mais c'est pour ça que je dis c'est une fiction. Voilà, là c'est une fiction. Aux éditions Akata, donc, c'est un titre qui est terminé au Japon en 7 tomes. Arrêtez de vous moquer de moi. Et qu'on va retrouver chez Akata avec actuellement 2 tomes en cours. Je n'ai lu que le premier tome. Voilà, je vous le dis tout de suite. En plus, il y a un gros plot twist en fin de tome 1. J'aimerais beaucoup avoir la suite, mais je ne l'ai pas encore lu. On va suivre dans cette histoire. Alors attendez, avant de parler de l'histoire, c'est intéressant d'avoir un contexte par rapport à l'autrice. L'autrice s'appelle Asami Rito. Asami Rito, c'est intéressant de creuser un peu son histoire à elle, parce que c'est une autrice qui a sorti 2 séries depuis, depuis quelques temps. Elle a eu 2 séries. Les 2 dernières séries qu'elle a sorties ont été adaptées au Japon, en drama. Et les 2 séries sont dans l'univers du cadre judiciaire, voilà. Oui, bah t'es vite, Tom. On va pas spoil. Le but, c'est pas de spoil, c'est de présenter les titres sans spoil. Et du coup, je trouvais très intéressant parce que pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, cette série qui a vu le pendancé, c'est un gros succès au Japon parce qu'elle a été élue 4e meilleur manga féminin de 2024. Donc, en termes de palmarès, c'est déjà costaud. Elle a été adaptée en série télé. Ensuite, elle a été adaptée tellement loin que du coup au début on l'a trouvée que sur TBS, donc sur la chaîne japonaise. Mais ensuite elle s'est proposée sur Netflix. Donc le drama a été adapté jusqu'à Netflix. Donc, ce qui est plutôt rare en fait. Enfin, relativement rare, je m'entends. Et deuxième chose très intéressante, c'est que cette autrice, avant de commencer à creuser, donc elle avait une série précédente qui s'appelait j'ai oublié son nom, mais qui était en tout cas une série en 4 tomes terminée et qui était dans le cadre dans un environnement judiciaire avec un juge de mémoire. Et ensuite, elle a sorti sa nouvelle série qui a commencé à apparaître l'année dernière. Et fait très intéressant, c'est que pour s'imprégner de l'environnement judiciaire, littéralement, elle s'est dit bah je vais me pointer dans les tribunaux, je vais assister à des procès, que ce soit des procès criminels, des procès un peu plus d'ordre pénal, pardon, et assister à ce genre de scènes, voilà, plusieurs procès, plusieurs choses comme ça.
Et elle se rapprochait aussi d'avocats, se rapprochait voilà, pour vraiment s'imprégner de cet environnement. Et c'est pour ça que on a quelque chose de très bien foutu, je trouve, vis-à-vis de tout ce qui est de l'ordre judiciaire et vis-à-vis de l'ordre pénal, quand on commence à lire le titre. Et c'est très fluide, voilà. Sympa ça, enfin c'est pas sympa le terme, ouais c'est pas sympa, mais si c'est sympa, mais bref, voilà, vous avez compris. Spécial comme hobby, bah ça fait partie par exemple des autrices qui vont essayer de s'imprégner. Moi je pense typiquement à l'autrice de Perfect World, à Rougarrier, et qui, elle, quand elle a commencé à créer Perfect World, elle s'était rapprochée de personnes en situation de handicap, d'architectes spécialisés en maison pour personnes handicapées moteurs, se rapprocher d'aides-soignants, se rapprocher de personnel spécialisé, etc., etc. Et je trouve que c'est des auteurs qui font un travail d'enquête en préalable avant de faire la série qui est très intéressant, qui a surtout ne pas... Il y en a qui rigoleraient, moi je trouve ça vraiment passionnant ce qu'ils font. Et au moins on sait de quoi ils parlent derrière, voilà. Le dessin est assez simple. Alors moi je trouve le dessin est plutôt beau, plutôt beau dans l'ensemble. Ça tient tellement du tonnerre scénaristiquement. Oui, la force du titre va être sur le scénario. Mais parlons du scénario. On va suivre Komugi. C'est une adolescente qui est plutôt taciturne, voilà, plutôt asociale, pardon, qui vivait avec son père, qui était veuf, voilà, sauf et qui est qui était policier à la retraite, mais policier un petit peu, voilà, un petit peu quand même, à ce que j'ai compris, plutôt inspecteur à la retraite. Celui-ci, le soir de Noël, va décéder dans un incendie criminel. Très vite, il y a quelqu'un qui est appréhendé. Et on trouve directement, on dit bah voilà c'est bon, il y a un de ses anciens collègues qui vient la voir, qui est le commissaire, il dit c'est bon, on a vengé ton père, on va le mettre en prison, t'inquiète pas, il va payer cher pour ce qu'il a fait. Et sauf que il y a une scène qui est absolument incroyable, c'est qu'elle va voir elle retourne au ramen qu'elle traînait avec son père, un ramen itinérant, un petit marchand de rue comme ça. Qu'elle allait souvent avec son père, et là le mec lui dit bah ton père il m'a un peu sauvé quand j'étais dans le mauvais chemin, il m'a ramené sur le droit chemin, et il dit tiens j'ai une lettre pour toi, de la part de ton père, courrier posthume, et dedans il lui dit ma fille, si tu lis cette lettre c'est que je suis mort, voilà, bonne ambiance, mais c'est surtout il va lui donner une information qui est absolument primordiale, c'est que quand elle va lire cette lettre, elle va se rendre compte, il va lui dire si une des personnes, je suis sûrement mort et par un criminel, et si c'est une de ces personnes qui est listée là-dessous, donc il y aura plusieurs noms, si une de ces personnes a été appréhendée par la police, il est innocent. Ce n'est pas lui qui m'a tué, c'est quelqu'un d'autre. Et je te donne une liasse de billets, il y a beaucoup d'argent, il y a je crois 200 000 yens ou 300 000 yens, un truc comme ça, ce qui est beaucoup, pour que tu puisses embaucher un avocat pour le défendre, cette personne, parce que c'est un innocent, et je refuse qu'un innocent aille en prison par ma faute, alors que je suis mort. Cette lettre la détruit. Elle met beaucoup de temps quand même Enfin, beaucoup de temps. Elle met pas mal de temps à reprendre le dessus. Voilà. Efficace, j'en ai l'impression. Si je fais chier, je vais être obligé de l'acheter, les libraire te remerciera. Bref. Et ce qui est très intéressant également dans ce titre, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'autrice, elle s'est beaucoup imprégnée de l'environnement judiciaire. Donc quand la jeune ado va aller voir un avocat, pas n'importe quel avocat, bref, ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Et bah cet avocat, déjà il va tomber des nues en mode mais vous voulez défendre la personne qui a tué votre père et qui est actuellement au tribunal? Vous êtes complètement ravagé, ma pauvre. Il pense que c'est une blague et tout au début, enfin bref. Et ils vont commencer à creuser un petit peu le côté pénal et le côté judiciaire, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Donc il y a vraiment une double lecture, un thriller qui se profile vraiment bien, qui s'enchaîne vraiment de manière chouette, et en même temps, une seconde lecture où t'apprends pas mal de choses, tout simplement. Donc moi, personnellement, je comprends fortement la hype, c'est très intéressant comme titre. Et j'irai jusqu'au bout parce que je suis très content de pouvoir relire un thriller. Je n'avais pas lu de thriller qui m'avait hype depuis le bateau de Thésée chez Vega. Et je peux vous dire que ça remonte un petit peu. Voilà. Donc je suis très très content de pouvoir vous présenter ce titre-là. Celui-là me hype bien de base, je n'aurais pas spécialement regardé. C'est
tout l'intérêt de venir ici. Et merci beaucoup déjà de dire ce genre de choses, tout simplement. Parce que ça me motive d'autant plus de vous en parler. Voilà. Akata nous régale encore, ça me donne bien envie. Ouais, Akata, ils ont été chercher un titre très intéressant. Si jamais, pourquoi ils ont pu avoir ce titre, à ce que j'ai compris, c'est que c'est un magazine qui s'appelle Kiss au Japon, où il y a eu Perfect World, qui est chez Akata, Burn the House Down, de mémoire était chez Akata aussi, etc. Il y a plusieurs séries qui sortent de ce magazine qui sont chez Akata, et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont pu la récupérer, et très très bon pic de Akata. Très très bon pic. Donc voici pour Insupportable chez Akata et Moraquette, ils sont là. Je remercie Raton Libraire. Voici pour qui a vu le pan danser. Et d'ailleurs, le titre en entier, c'est Qui a vu le pan danser dans la jungle. Alors, me demandez pas pourquoi il a été raccourci, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez le titre en entier. Si vous voulez flex en soirée, ça sert à rien, mais vous penserez à moi. Et on y pense. Parce que là, vous voyez le titre en anglais, c'est Also the Peacock Dance in the Jungle. With my very veritable accent. Excellent, you know. Bref. Voici pour qui a vu le pendancier de mon côté. Et on va pouvoir passer à la dernière nouveauté. Encore un titre à rallonge, ça vaut pas les isekai. Bref, bisous les isekai. Dernier titre, Bota Bota de Paru Itagaki, qui est un one-shot qui est paru en octobre. C'est pas pour nous vendre un isekai. À ce bout, t'as pas l'impression de piquer mes phrases, là. Bref. Bota Bota, donc je disais, de Paru Itagaki, qui est un one-shot. L'autrice de Paru Itagaki, vous connaissez certainement cette autrice, elle a quand même fait grand bruit, mais sait-on jamais. On la connaît majoritairement pour sa série qui s'appelle Beastars. Elle a également fait Beast Complex. Elle est actuellement en cours aux éditions Kiyun avec la série Sanda, voilà, qui parle de Noël, que je vous ai chroniqué par le passé. Et c'est déjà pas mal. Et aussi, c'est la fille de... Alors, c'est Itagaki, mais c'est celui surtout qui fait... J'ai un blanc. Ça va me revenir. C'est la fille de Monsieur Itagaki. Et la série, c'est... Oh la vache, avec les grosses bastons là. Baki the Grappler. Merci Tom. J'ai un petit blanc. Voilà, ça arrive. Merci à Sobu. De quoi? Oh, j'ai jamais lu Baki. M'embêtez pas. J'ai écrit avant que tu parles, juste un délai. Oui, voilà. On va dire ça. Oui, bah, Baki, c'est pas ma priorité, bref. Déjà, je me rappelle du lien de... Bref, je vais pas vous rentrer plus que ça dans l'autrice, dans l'histoire de Paru Itagaki, parce que c'est une autrice dont je parle régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je vais pas forcément m'attarder un peu plus sur elle. On a l'habitude, voilà, on a l'habitude de la voir. Concernant, du coup, Bota Bota, c'est un titre qui est atypique. Je vais prendre des pincettes, hein. Pour être franc, c'est pas un titre que j'ai fortement apprécié, mais je le trouve très intéressant pour voir l'évolution de l'autrice en termes d'œuvres, des choses, de ce genre de choses. Et là, c'est une œuvre où elle s'est beaucoup plus lâchée, je trouve, par rapport à d'autres titres. Tu sens qu'il y a eu... Elle s'est lâchée. Déjà, à partir du moment où on entend que les thématiques... Alors, je vous préviens, c'est pour public averti, entre guillemets, c'est 14 ans et plus. Moi, je le mettrais plutôt à 15-16 ans en plus. Surtout pour la nudité, du coup. Mais c'est un titre qui va parler majoritairement de thématiques autour de l'amour et du sexe. Voilà. Mais vraiment, sexe, quoi. Mais Itagaki, c'est pas déjà atypique. Beastars, c'est un chouïa plus conventionnel, si tu veux mon point de vue. C'est... Voilà. Beastars, pour moi, reste conventionnel, mais avec un environnement qui est très travaillé et très intéressant, et j'adore cette série, attention. Mais... Voilà, c'est... Là, on est plus dans le what the fuck. Voilà, on tire vers le what the fuck, en fait, avec Bota Bota. Dans Bota Bota, du coup, on va suivre une jeune femme qui, littéralement, explose de sang. Voilà, dès qu'elle a un contact physique avec qui que ce soit. Pourquoi? Cette jeune femme qui s'appelle Mako a tout pour elle.
C'est vraiment une belle femme. Voilà, c'est vraiment une belle femme. Elle a un boulot, elle gagne très bien sa vie. Mais dès qu'elle trouve quelque chose qui lui paraît malpropre, elle va saigner du nez. Mais genre, saigner du nez, quoi. Et c'est quelque chose où c'est un cliché de voir les saignements de nez dans les mangas japonais. En général, c'est plutôt par rapport à un acte qui est obscène ou à quelque chose ou la perversion ou des choses comme ça. Bref. Mais là, c'est pas le cas, du coup. Là, elle explique d'ailleurs dans le titre d'où ça vient, cet handicap, voilà, contre les choses malpropres. Et du coup, à plus de 30 ans, cette femme, Mako, elle est en mode putain, moi j'aimerais bien me mettre avec quelqu'un, trouver enfin l'amour. Parce que, vous doutez bien que dès qu'elle touche une personne, ça se passe pas très bien. Elle ensanglante la personne parce qu'elle la considère comme malpropre. Mais vraiment ensanglante, quoi. Et elle a une réputation d'ailleurs dans son entreprise où tout le monde dit oui, de toute façon, Mako c'est une chaudasse, tout le monde lui est passé dessus, mais par contre personne ne dit jamais ce qui s'est passé vraiment. Personne ne dit comment ça s'est passé, tu vois. Et effectivement, tout le monde a essayé de lui passer dessus, mais ça s'est jamais fait. Parce qu'à chaque fois, Mako saigne très très fortement du nez. Et du coup, les personnes en sont dégoûtées et sont traumas et n'en parlent plus, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais elle abandonne pas. Elle abandonne pas, du coup, elle veut essayer de surmonter son handicap, quitte à trouver la bonne personne. Vous allez avoir des scènes plutôt crues, hein, je vous le dis tout de suite, où elle veut juste Ken, faut dire ce qu'il est, mais elle y arrive pas. Jusqu'au jour où elle va rencontrer peut-être la bonne personne, mais pas sûr. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que malgré le fait qu'elle rencontre une certaine personne avec qui elle n'a pas de saignement de nez, le monde n'est pas si rose. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Bouchon d'oreille dans les narines et hop, appelez-moi si vous avez besoin de rien. Ouais, non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que je pense que les bouchons, ils vont sauter. Les bouchons, ils vont bien sauter. Si jamais ce titre, elle l'a publié dans un magazine, à ce que j'ai compris, qui était beaucoup plus adulte, qui s'appelle Neon Bungeisha, qui est un éditeur qui l'a appelé, qu'elle a été voir, et le mec lui avait dit oui, tu peux publier cette histoire si tu publies une autre histoire. Et d'ailleurs, elle a une autre petite histoire qu'elle a fait entre deux, du coup, qui est présente dans Bota Bota, parce qu'il y a deux histoires, il y a Bota Bota et il y a une autre petite histoire à la fin. Qui est cette fameuse histoire qu'elle a publiée dans un magazine où il y a littéralement le Père Noël qui est dans une chambre d'hôtel avec une escort girl. Voilà, c'est un teasing, je vous dis pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, le Père Noël, vous le retrouvez dans Sanda. Voilà, c'est un personnage qu'elle a réutilisé dans Sanda derrière. Donc je trouvais ça assez intéressant. Je m'attarde pas beaucoup plus sur le titre. Ça a changé Sanda. Ouais, Sanda, ça a changé entre deux, ouais. Ouais, il s'est passé des... Ouais, c'est particulier. Voilà, c'est... Mais c'est intéressant. Le gosse est le même. Non, c'est pas le gosse. C'est le chara-design du Père Noël. Voilà. Il y a un chara-design dans Sanda du Père Noël. Le chara-design est le même. Donc elle l'a réutilisé dans Sanda. T'inquiète, c'est pas le gosse. Pour ceux qui ont lu Sanda, bref. Je m'attarde pas plus sur Bota Bota. C'est un titre qui est très atypique, qui est unique, que moi personnellement j'ai eu du mal et je pense qu'on a beaucoup de personnes à avoir eu un peu de mal avec le titre, mais c'est la lecture qui est particulière. Je pense que c'est un peu trop what the fuck pour l'Europe là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Voilà, de mon point de vue quand même, c'est un titre qui est intéressant. Ça parle quand même de entre guillemets la perversion humaine encore une fois. Ça parle de les plot twists sont bien foutus quand même. On sent que elle est très forte quand même pour emmener ses personnages où elle veut, tout simplement. Et rien que pour ça, c'est quand même un tour de force de rendre une lecture intéressante sur une thématique qui, de base, est plutôt un cliché dans les mangas japonais. Donc je trouve ça intéressant. Petite info supplémentaire, c'est pour moi. Il y a son nouveau manga qui est sorti au Japon, qui s'appelle la raison de Taika. Et on reçoit un chara-design hybride entre un Beastars et côté humain. Je sais pas du tout de quoi ça parle plus que ça. Mais voilà, c'est sorti en mai. Ça arrivera certainement chez nous en France, sauf si on voit que ça fait comme un Sanda et ça galère à venir en France parce que la thématique était trop particulière. Mais voilà. Petite info supplémentaire. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Et je cite... Alors, je vous fais
le commentaire de Paru Itagaki pour présenter le titre sur sa page X, du coup. Les animaux de compagnie font partie de la famille, et alors, voici le manga entre parenthèses difficile à expliquer. Découvrez les illustrations originales sous la couverture et le manga bonus. Voilà. Sondage, je doute que ça se vende aussi bien que Beastars, ça ne se vendra jamais aussi bien que Beastars. Il faut être franc, c'est trop atypique. Les titres qui parlent de Noël en France ne marchent pas. Tu prends Père Fouettard Corporation, ça ne marche pas. Voilà, c'est trop particulier. Et on n'a pas la même conception de la magie de Noël, tout ça. Enfin bref, pour être réaliste, ça ne marchera pas. Voilà. Je sais pas avec ce résumé, moi non plus je sais pas avec ce résumé. Même elle sait pas expliquer son propre livre, donc à partir de là, je trouve que c'est une dinguerie. C'est un bordel, ouais, ça a l'air... Non mais voilà, c'est Paru Itagaki, elle part dans ses trucs, on la laisse faire, on aime beaucoup ce qu'elle fait, mais des fois, c'est vrai qu'on comprend pas, on n'arrive pas là-dessus. Voilà. Ouais, Sanda, ça prendra pas, non, je pense pas. Mais c'est intéressant, c'est un essai qui est intéressant, mais voilà, ça fait partie des séries où on sait pertinemment que elle trouvera pas trop son public, en tout cas en Europe, voilà, pas en France. Je trouve. Titre, take personnel, hein, voilà. Donc voici les 4 titres qu'on a abordés pour mes envies des derniers mois. Donc il y a eu Promenons-nous dans l'espace aux éditions Glénat, il y a eu Gain aux pieds nus aux éditions du Tripod, que je vous remercie encore une fois d'éditer Gain aux pieds nus, bref. Il y a eu Qui a vu le pendancé aux éditions Akata, et il y a eu Bota Bota aux éditions Kiyun. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dès maintenant s'il y a des titres que vous comptez prendre, que ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à dire également sur YouTube dans les commentaires, tout simplement, s'il y a des titres qui vous intéressent également, je vous lirai avec assiduité, comme je le fais d'habitude. Et les 4 titres étaient très intéressants, complètement différents. Et je trouvais ça très chouette, personnellement, de vous les présenter. Merci beaucoup, Cœur de Hibou, pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue à toi. Et on va passer à la seconde partie de l'émission. Du coup... Attends, on va passer à la seconde partie de l'émission et je reviendrai sur votre sélection. Voilà. Deuxième partie de l'émission, on va parler de mes lectures récentes. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre pas mal de lectures. Des lectures aussi ont pu revenir. Donc je vais vous parler de Asadora aux éditions Kana, je vais vous parler de Trillion Game aux éditions Glénat, je vais vous parler de Party Boy Kongming qui est revenu en France aux éditions Noévé Graphics, et je vais vous parler de Dans le sens du vent aux éditions Soleil. Merci pour le lurk, Tom. Donc déjà, il y a eu Qui a vu le pendancé qui t'intéresse, et je comprends. À part Bota Bota, tout a l'air intéressant. Ouais, Bota Bota est très atypique, donc je comprends que tu le mettes un peu de côté. Je vais mettre de côté Promenons-nous dans l'espace pour faire oser qui a vu le pan à cause de toi et de mon portefeuille. Je compatis. Donc voici les titres dont je vais vous parler ce soir. Donc je vois que Tom, il a lu Asadora, qui est pas à jour. Ah, qui est très intéressant. Dans le sens du vent, il manque 1 ou 2 tomes. De toute façon, c'est pas dur parce qu'il y a un tome tous les un an et demi. Donc ça sera pas trop dur à rattraper. Ce coup-là, t'as encore le temps, t'inquiète pas. Mais ça reste quand même des titres qui sont, je trouve, tous très intéressants, mais dans des thématiques complètement différentes, encore une fois. Rien lu des 4. Et ben, ça va être l'occasion de découvrir un peu tout ça, Stream. Juste pas lu Bota Bota, du coup je l'ai... Ouais, lis-le. C'est une curiosité. Voilà. C'est vraiment une curiosité. Ça prend 20 minutes, parce que c'est très rapide à lire. Et non, c'est chouette. Ça reste chouette. Voilà. C'est particulier, c'est tout. Donc, deuxième partie de l'émission, je vais commencer tout simplement par Asadora. On parlera par la suite des autres titres, comme d'habitude. Et Asadora, déjà, c'est un titre que je trouve qui est très intéressant sur plein de points. Vous connaissez Naoki Urasawa, je ne vais pas forcément revenir sur lui, hein, au bout d'un moment. C'est peut-être l'un des mangaka les plus représentés en France, donc bon, au bout d'un moment, si vous le connaissez pas... Compliqué, hein, bon, voilà. Je vais diriger vers Dans le sens du vent, mais j'ai pas du tout eu le temps de m'y pencher. Bah, ça va peut-être être l'occasion, du coup, à ce bout. C'est qui? Non, mais bon, l'auteur de Pluto, 20th Century Boys, Asadora, Master Keaton, Pluto, beaucoup trop. Monster aussi, ah mon dieu. Ça m'avait paru être un classique Urasawa, j'ai décidé de skipper. Il revient
à ce pourquoi je l'ai aimé personnellement, voilà, sur Asadora. Mais il y a une particularité qui est vraiment chouette. Déjà, Asadora, avant de parler de la série en elle-même, on va parler du concept de la série. Je cite, la série est conçue comme un feuilleton, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que le nom de sa série est un clin d'œil non dissimulé à la série télévisée du même nom, qui a fait ses débuts en 1961 au Japon sur la chaîne NHK, pardon. Rien que pour ça, et la série est vraiment conçue comme un feuilleton, si jamais. On va suivre l'évolution du personnage de Asa, donc Asadora, qui va, comment dire, où on sait déjà ce qui va se passer, que dans le futur, entre guillemets, à notre période, entre guillemets, en 2020, il y a la ville de Tokyo qui commence à se faire dévaster par un monstre aquatique style Godzilla, mais pas très gentil, voilà. Et on revient en arrière en 1959, où on va avoir Asa, une jeune fille de 12 ans, qui va concrètement est en train de chercher un médecin pour aider sa mère à accoucher, qui est issue d'une fratrie où il y a beaucoup d'enfants. Et d'un seul coup, le monstre fait des siennes. On suppose que le monstre fait des siennes. Une énorme vague style tsunami, mais qui n'est pas un tsunami, qui va complètement détruire tout un pan du quartier de la ville, tout un pan de la ville, sous les eaux. Et depuis ce jour, Asa, elle a fait la promesse entre guillemets intérieure d'enquêter sur ces monstres et tout simplement de protéger les générations à venir, entre guillemets, de protéger les gens de ce monstre par un moyen qui va être très intéressant. Voilà. Pour être franc, le premier tome m'avait pas forcément emballé. Voilà. Mais j'ai trouvé très intéressant qu'au fur et à mesure de l'histoire, l'héroïne grandisse. Et en fait, on va la suivre sur plusieurs années. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Au début, on la suit en tant que, entre guillemets, petite fille, qui deviendra adolescente, qui deviendra adulte, etc. Et qui va commencer à prendre tout simplement des dispositions vis-à-vis de comment on peut se protéger d'un tel monstre. Il y aura plusieurs manières. Il y aura évidemment, bien évidemment, l'armée qui va la contacter au début, parce qu'elle se passionne pour le pilotage. Et elle va faire un espèce de duo avec un vétéran de la guerre, du coup de la Seconde Guerre mondiale, qui était ancien pilote et qui va la former au métier de pilotage, mais tout en secret. Voilà, le but c'est de pas dévoiler, qui va la prendre un peu sous son aile aussi, parce que c'est un petit peu une petite fille qui est un peu perdue, et lui il dit en mode je veux pas qu'elle tourne mal comme moi, j'essaie de la protéger comme je peux. Et c'est pour ça qu'il va la protéger et la former en même temps, et l'armée ensuite va les contacter pour être un petit peu les premières personnes qui observeront la créature. Deuxième approche qui va commencer à évoluer par la suite, il y aura une approche scientifique, tout simplement, où des scientifiques vont enquêter un petit peu sur l'apparition de ce monstre et essayer de retrouver des morceaux qui prouvent la véracité des propos des personnes. Et on va avoir l'évolution de l'histoire avec une galerie de personnages où chacun va commencer à tout simplement à vivre un peu leur vie, mais toujours autour du monstre d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais on va aussi avoir également des moments de vie de Asa avec ses copines ou des choses comme ça. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout dans ce titre. Personnellement, je trouve que c'est un titre qui se lit vraiment bien. Voilà, qui s'enchaîne vraiment bien. Urasawa, encore une fois, en scénaristiquement, c'est irréprochable. Le dessin est magnifique. Hein, on connaît tous le trait d'Urasawa. Et c'est un titre qui, moi, me met... autant j'ai eu des titres où j'étais un petit peu moins hype d'Urasawa. Autant là, vraiment, comme un Yawara, mais qui n'a rien à voir, hein, vous me direz. Mais là, vraiment, j'ai renoué avec mon mois d'avant qui avait kiffé Monster, et là, je suis en train de kiffer Asadora, tu vois. Alors, c'est peut-être pas les mêmes niveaux de tension, hein, faut dire ce qui est, mais on est quand même sur un titre qui est très, très, très intéressant. Donc, je vous encourage à lire, et ce qui est vraiment chouette, c'est que on a vraiment cet aspect feuilleton, où on va avoir, comme je disais, l'évolution des personnages au fur et à mesure des années. On peut avoir des ellipses, c'est pas grave, parce que du coup, entre guillemets, il se passe rien pendant 6 mois. On va pas commencer à broder pour 6 mois de vide, quoi. On va vraiment commencer à revenir quand c'est intéressant. Et entre deux, on va avoir des ellipses avec d'autres personnages qui sont plus secondaires, mais qui auront un lien d'une manière ou d'une autre avec Asa.
et avec la créature, du coup. Donc vraiment, je vous encourage, si vous avez l'occasion, de lire Asadora. Très très intéressant, c'est très très chouette. Et ça fait partie des titres que moi, personnellement, je suis sur le long cours, et peu importe jusqu'où il ira, je le suivrai jusqu'au bout, ce titre. Et je serai à jour, parce que je suis à jour sur Asadora. Donc 9 tomes en cours au Japon, 9 tomes en cours en France, nous sommes à jour, à voir quand le prochain tome paraîtra en France. Sûrement d'ici 6 mois, logiquement. On est à quasiment 9 et 10, entre 9 et 10 mois pour un tome, à ce que j'ai compris. Donc ça fera à peu près ça. Donc voici pour Asadora. Donc il peut nous spoiler, oui, très très fort même. Le but pour moi c'est de ne jamais vous spoiler bien évidemment, c'est juste de vous donner envie. Bah je pense qu'il est en train de bosser sur d'autres trucs en même temps, on va savoir. Après, voilà, on a tous une cadence de parution qui peut être propre à chacun. Surtout quand tu écris un scénario aussi alambiqué sur Asadora, et en même temps, voilà, le dessin qui est quand même conséquent sur Asadora. Un souci que n'ont pas forcément le duo d'auteurs qui va arriver par la suite, parce que oui, c'est un duo. Et quel duo, mesdames et messieurs, quel duo. Alien Game aux éditions Glénat. Si vous ne connaissez pas les noms qui vont arriver, peut-être que quand je vais vous dire leurs titres, les titres qu'ils ont travaillé dessus, ça va peut-être vous parler. Au scénario sur Trillion Games, nous avons Inagaki Riichiro. Et peut-être ce nom ne vous dit rien, ce qui peut être normal en soi. Sauf que quand on entend parler d'un scénariste, pour moi c'est un scénariste de génie, hein, Riichiro, qui est littéralement la personne qui a pondu Dr. Stone et qui a pondu Ice Shield 21. Voilà, et qui nous pond un Trillion Game aussi. Le mec c'est un mastodonte. Ah ouais non mais il a fait du sale hein. Pour moi un Ice Shield 21, un Dr. Stone et là maintenant Trillion Game qui est scénaristiquement voilà très 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 chouette et qui est en duo avec Ikegami Ryochi qui est un peu plus de l'ancienne génération faut dire ce qui est, mais qui est enfin, qui est quand même le mec qui a dessiné Crying Freeman et qui est quand même voilà, qui fait partie de toute une génération de titres, mais qui fait partie de cette fameuse génération hyper intéressante. Voilà, en termes ça reste des classiques. Ça reste des classiques. Un monstre en dessin, et surtout qu'il est encore actif, et il a 81 ans, ce monsieur. Voilà, Ikegami Ryochi. Et il a une cadence qui est quand même très élevée, parce que la parution japonaise, bah ça y va, hein, faut dire ce qui est. Hein. Ah, de me vendre des mangas, je peux pas tous les lire, ni tous les acheter. Oh, peut-être que celui-là te parlera moins, ce bout, je sais pas. Hein. Pour l'instant, je vous ai juste parlé des personnes qui sont derrière. C'est une série qui est en cours avec 10 tomes au Japon, 10 tomes en France. On est à jour. Le pitch de l'histoire. Parce que l'histoire, moi, je la trouve vraiment fascinante. C'est que mon point de vue. Oui, il a fait Sanctuary aussi, bien sûr. Il a fait Hit. Adam et Eve, qui est beaucoup moins connu, d'ailleurs. Que j'ai pu avoir dans ma collection pendant un moment. Elle sera finie en 11 tomes. Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'on sent qu'on approche de la fin et c'est pas déconnant. Moi, j'ai lu les 8 premiers tomes, perso, voilà. C'est un super argument, ça m'énerve. Excusez-moi, pardon. Je vais dire de la merde maintenant. Bref, on va avoir un duo. Concrètement, on va avoir deux personnes qui vont sortir de l'école. Enfin, pas sortir de l'école, mais en tout cas qui sont des jeunes qui essaient de trouver un travail, tout simplement. On va voir Haru. Haru, c'est vraiment le beau gosse. C'est quelqu'un qui est hyper sociable, qui parle plusieurs langues, qui a la tchatche de ouf, qui arrive à mettre tout le monde dans sa poche. Peu importe. Ce mec arrive à passer tous les entretiens d'embauche, mais peu de temps après, il déménage. Enfin, il démissionne, ça l'intéresse pas. Il n'a pas de challenge à sa hauteur. Il n'arrive pas à trouver de challenge à sa hauteur. Et un beau jour, il va tomber sur Gaku, qui est un mec qui est littéralement un hacker de génie, qui est hyper timide, hyper réservé, mais qui a des compétences de folie sur l'aspect technique. Qui n'arrive pas à passer un seul entretien d'embauche parce que les gens, ils veulent quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer, et lui, il est tellement stressé dans les entretiens qu'il n'arrive pas à les passer. Un jour, qu'il repasse un entretien avec
Haru qui est juste devant lui. Haru, lui, il a l'entretien vraiment les doigts dans le nez, aucun problème. Et lui, bah il le foire. Il le foire, sauf que il se met dans la rue et puis il commence à... Il voit que bah, le mec qui était de l'entretien devant lui, il sort, il dit «Oh, c'est bon, j'ai démissionné, ça m'intéressait pas». Et ce mec-là, il va avoir une petite merde avec quelqu'un. Il dit «Merde, je peux pas me retrouver à la police et tout, c'est pas possible pour une connerie comme ça». Et Gaku, il sait pas pourquoi, il est en mode «Vas-y, je vais aider ce gars». Il hack les caméras de surveillance et il supprime la donnée. Il dit «Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, ils te retrouveront pas. Je t'ai sauvé, entre guillemets, enfin, tu t'auras pas d'emmerde, t'inquiète». Et là, le mec, il dit «Mais attends, mais t'es un hacker, t'es trop fort, en fait». Et là, il fait «Tu sais quoi? Vas-y, viens, on forme un duo ensemble». Et Gaku, il fait «What the fuck, mais tu fais quoi?» Et il arrive à le convaincre, parce que bah, c'est un tchatcher de génie, simplement. Et il lui dit «Vas-y, on se met un objectif de fou. Comme ça, on est sûr qu'on arrivera à l'avoir». Et ce fameux objectif, c'est ensemble, on va essayer d'avoir 1 trillion de dollars. 1 trillion. Non pas 1 million, non pas 1 billion, mais 1 trillion de dollars. C'est leur objectif, et ils vont faire tout ce qu'ils pourront pour l'avoir. Et littéralement, ça va monter très très vite, où ils vont vraiment au début, ils vont monter une petite start-up avec une IA qui va vendre des fleurs. Ils vont développer le concept de l'IA, ils vont essayer de revendre l'entreprise à une autre entreprise qui est plus grosse, pas se faire bouffer. Ils vont s'en faire des alliés. Ensuite, ils vont commencer à aller dans le showbiz, ils vont commencer à bosser avec des stars, ils vont essayer de trouver les bonnes personnes, ils vont devoir travailler avec les actionnaires, ils vont devoir travailler avec vraiment un environnement financier qui est rempli de requins, faut dire ce qui est. Et tous les deux, ils vont commencer vraiment à se tisser un réseau. Et dans ce réseau qu'ils vont commencer à mettre en place, ils vont surtout commencer à se tisser des ennemis, mais aussi des alliés, et aussi des rivaux. Et quand j'entends rivaux, j'entends principalement une rivale, qui va être, qu'on surnommera la princesse, du coup, au fur et à mesure, qui est la petite fille d'une super giga entreprise qui vaut l'équivalent d'1 trillion de dollars. Et qui sera leur objectif de bouffer cette entreprise pour se venger de cette fameuse jeune femme qui a refusé Gaku dans son entretien d'embauche. La boucle est bouclée. Et vous voyez à peu près où est-ce qu'on veut en venir, du coup. Vas-y, c'est bon, take ma money, tu es saoul, faut plus jamais que je regarde tes lives. Excusez-moi, pardon. Le capitalisme à l'état pur. C'est vraiment un titre qui met en avant de ouf le capitalisme. Mais c'est un titre qui est très intelligent, que moi je vous encourage fortement à découvrir. Qui est un page turner. Vraiment, tu le lis, t'es dedans. T'es hype de ouf. Moi je trouve que c'est un titre qui est extrêmement intéressant. Et je l'ai lu, je continue et je suis au tome 8 là. Je me laisse un petit peu de temps pour faire 9-10 parce que du coup j'ai envie d'apprécier le titre et de pas tout enchaîner d'un coup quand même parce que ça fait partie des titres que j'adore. Le dessin est trop cool. Je trouve le titre en termes de dessin, Ikegami Roichi, au dessin, je trouve vraiment très beau. Ça donne une petite patte comme ça, c'est super chouette. Et tous les personnages ont un charisme de fou et tout. Ils vont commencer à créer l'équipe avec des personnages qui, sur le papier, ne sont pas très intéressants, mais qui vont commencer à prendre leur plein potentiel dans un moment donné dans l'histoire. Et paf, le moment donné, il arrive et c'est super chouette. Enfin, vraiment, c'est vraiment, vraiment cool. Et ça va dans tous les sens. Ça parle de jeux vidéo, ça parle de fleuristes, ça va parler aussi de showbiz, ça va parler de journaux TV. Ça va aller vraiment loin. Ça va creuser où on peut avoir de l'argent avec des solutions vraiment inédites. Même un peu de filouterie de temps en temps, tu vois. Mais très très chouette Trillion Game. J'ai adoré. Moi j'adore, personnellement. Ça fait partie de mes plus belles surprises de cette année, je pense. Parce que j'ai mis du temps à me mettre sur cette série. Ça faisait longtemps que je voulais me mettre à cette série. Et j'étais en vas-y, un jour je vais m'y mettre. Et je m'y suis mis et quel bonheur, quel bonheur. Voici pour Trillion Game. Donc aux éditions Glénat, 10 tomes en cours. Et comme disait tout à l'heure Stream, elle sera a priori finie en terminée en 11 tomes. Donc on approche de la fin. Donc achète ma formation pour gagner un max de pognon. Il y a un peu ce délire là par moment. Il y a un peu ce délire là, mais je ne rentre pas plus dans les détails. Le bien dans cette série, c'est que Ikegami a changé un peu son style, il l'a modernisé. Oui, ça se ressent. Avec les expressions qui sont beaucoup plus récentes.
Franchement, c'est chouette. Ils utilisent bien moins d'ombre et de trame. Oui. Ah oui, en termes d'ombre, il y en a beaucoup moins. Par rapport à un Crying Freeman où c'est blindé d'ombre, mais c'était à l'époque, c'était comme ça, tu vois. Et t'augmentais une lourdeur, t'avais beaucoup de lourdeur dans le dessin. Maintenant, le dessin, il est juste sublime. En fait, c'est un dessin que tu sens qu'il est... Il est riche, mais il est pas lourd. Il est riche. Nuance. Et c'est un titre qui, vraiment, moi, m'a retourné. Les expressions faciales sont priceless, d'ailleurs, dans Trillion Game. Hein. T'as des expressions faciales, tu te marres quand tu vois la tronche du gars. Quoi. Surtout de Halo, le tchatcher allumé de ses bananes où le mec il est en mode comme ça, en mode teubé. T'es en mode... Parce qu'il sait qu'il fait des conneries, des fois il est en mode oupsie, tu vois. Même Gaku, c'est pareil. Enfin bref. Prochain titre, qui sera l'avant-dernier, c'est un titre que j'ai parlé il y a 2 ans. Mais je pouvais pas en reparler. Pourquoi? Alors, je vais pas m'attarder sur la situation de cet éditeur, mais c'était Noévé Graphics, tout simplement. Party Boy Combing aux éditions Noévé Graphics, qui est revenu, alléluia. Parce que là, c'est vraiment un titre que j'attendais beaucoup. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi, je vais vous expliquer par la suite. Mais du coup, vu que les éditions Noévé Graphics sont revenues activement, donc j'ai continué à reprendre, enfin j'ai pu reprendre Party Boy Combing qui était bloqué au tome 2 depuis longtemps. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Je les avais revendus. Non, je les avais pas revendus, mes Party Boy Combing. Ils étaient dans ma mangata, ils sont toujours restés là. Donc j'y croyais. Moi j'y croyais au retour de Noévé, et j'ai eu raison d'y croire. Voilà. Noévé repart et tout de suite it's party time. Ah bah là, c'est le cas de le dire avec Party Boy Combing. Party Boy Combing, dont l'animé a été est disponible du coup sur... Non, pardon, le drama est disponible sur Netflix. L'animé est dispo, mais sur aucune plateforme malheureusement connue de notre côté. Donc t'es obligé d'un petit peu aller en batailler sur des sites un peu plus style ADKami ou des trucs comme ça. Mais voilà. Je vous encourage peut-être à à regarder l'animé, qui peut être vraiment chouette, et le côté drama peut être chouette aussi. Peut-être avant de commencer, parce que c'est très atypique comme titre. C'est très niche, voilà. Mais moi, je suis rentré dans la niche, et pourtant, c'est un genre que je n'apprécie pas forcément. On part du principe que... vous connaissez peut-être un tout petit peu l'histoire de Chine. Je vais pas aller plus que ça dans les détails. On a la fameuse période historique des Trois Royaumes en Chine, qui est peut-être la période, l'histoire asiatique la plus connue, je pense, qu'on puisse avoir en général. Une période de l'histoire asiatique qui a été romancée, etc., etc. D'où on avait les fameux Trois Royaumes. Et dans ces Trois Royaumes, on avait un stratège en particulier qui était extrêmement connu, qui s'appelait Zhuge Liang. Et Tsuge Liang, qui était le fameux dragon assoupi, voilà, qui est un personnage extrêmement connu historiquement parlant. C'est-à-dire, je suis rentré dans la niche et pourtant je sais pas pourquoi j'aurais dit ça. Et du coup, il va mourir à la fin, voilà, il meurt d'un âge avancé, on va dire, à la fin des Trois Royaumes, après avoir fait des stratégies absolument incroyables qui sont rentrées dans l'histoire. Et qui, par moments, pouvait surpasser l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà, pour vous dire à quel point, qui est dans la même période historique. Et il meurt, entre guillemets, voilà, à sa période, et il se réincarne en plein milieu du Shibuya, à notre période, mais en costume d'époque. Et tout le monde lui dit « Oh, il est trop cool, ton costume et tout, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il se demande ce qu'il fout là, il dit « Putain, mais je viens de mourir, on m'a envoyé en enfer, qu'est-ce qui se passe ?» Et un seul coup, il entend une voix, une chanteuse. Il dit cette voix est magnifique, faut que j'aille absolument la voir. C'est pour ça que je dis c'est un peu perché au début. Il va la voir et va rencontrer une jeune fille qui s'appelle une chanteuse débutante qui s'appelle Eiko. Et cette Eiko, il va lui faire une espèce de promesse parce qu'il est vraiment subjugué par sa voix. Faut pas oublier que Suge Liang, c'est quand même quelqu'un qui était très versé dans les arts, dans la musique en général. Et du coup, bah, il est vraiment subjugué par cette voix, et il croit que c'est la voix d'un ange, vraiment. Et il a vraiment une révélation en mode « Ok, je ferai en sorte, je donnerai toutes mes ressources, je vous allouerai toutes mes ressources pour vous faire devenir une star. » Et suite à cela, eh bah, il va commencer à être un petit peu, pas son manager, mais en tout cas
son stratège, vraiment son stratège. Et il considère que le showbiz, c'est un peu un champ de bataille, et il va mettre toutes ses stratégies et toutes ses techniques pour faire en sorte que Eiko puisse gagner en popularité et aussi bien s'entourer, voilà. Donc je trouve ça vraiment atypique, unique. Moi, j'aime pas trop les titres musicaux, mais là, ça marche vraiment bien. Il y a des personnages qui sont hauts en couleur. Voilà, on a Eiko, qui est cette jeune chanteuse, qui est avec son fameux boss, qui le mec est évidemment un féru d'histoire, et se rend compte qu'il est, au bout d'un moment, qu'il est en face du vrai Tsugeliang. Il est en mode, mais c'est impossible, c'est pas possible. Et en fait, plus il échange avec lui, plus il se rend compte que, bah si, c'est vraiment... Alors du coup, il dit Kongming, parce que du coup, on dit Kongming parce que c'est son nom d'usage. Voilà, il part du principe que son prénom social est Kongming, mais du coup, nous, on le connaissait plus sur Tsugeliang. Et bon, voilà à peu près le pitch de l'histoire. Rien que pour la partie où il y a Tsugeliang qui est en train de faire un duel de rap, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Vraiment, ça m'a laissé sur le cul, voilà, faut dire ce qui est. Je trouvais ça, rien que pour ça, je trouve ça vaut le détour. Si vous êtes un minimum passionné comme moi d'histoire de Chine, je vous encourage à regarder ça, parce que ça fait quand même de bonnes références à certaines batailles, aux stratégies qu'il a employées par le passé. Il essaie de les remoderniser pour pouvoir les utiliser pour Eiko, voilà. Stratégie des miroirs, stratégie des ombres ou des choses comme ça, des stratégies qui ont vraiment existé, qu'il a mis en place dans des batailles et qu'il va réutiliser. Voilà. Typiquement, une des fameuses stratégies qui est les plus connues, c'est qu'il avait réussi à récupérer 10 000 flèches en une journée en utilisant des faux bateaux où les soldats de l'armée en face avaient tiré sur les bateaux. Et il était en mode, bah voilà, on a récupéré des flèches. Voilà. Et parce qu'ils avaient plus de flèches. Enfin, c'est ce genre de trucs qui sont sur le fleuve jaune de mémoire. Ce genre de trucs qui sont des anecdotes historiques très chouettes et qu'il arrive à réexploiter et à réutiliser et à retranscrire un petit peu dans ce titre. Le seul truc qui peut peut-être vous faire peur là-dessus, c'est le nombre de volumes. Il y a 23 tomes en cours au Japon. Moi, je vous avouerai que ça me fait un peu peur aussi. Mais dans l'ensemble, les 4 premiers tomes se sont lus super bien. Donc, et je sais que ça s'améliore au fur et à mesure des tomes, à ce que j'ai compris. Parce qu'il y a pas mal de gens qui... Ouais, 23 tomes en cours au Japon, ça pique un peu. Mais moi, ça me fait pas peur plus que ça. Parce que chez Noévé, il y a quand même des séries plutôt longues. Donc, je pense à Elegant Yokai Apartment Life, qui est aussi une série sur le long cours. Donc, ça fait partie des séries sur le long cours. Je pense qu'il y a que les passionnés, entre guillemets, qui iront jusque-là. Mais voilà. Moi, je vous en parle. Je sais que ça peut faire peur, mais voilà. Bonne nuit à ce bout. T'as raison. Quitte. Comme ça, t'auras moins de titres à acheter. De toute manière, moi, je vais passer au dernier titre. Voilà pour Party Boy Comics chez Noévé. Je vais passer au dernier titre. Et après, je vous... voilà. Je m'éclipserai dans l'ombre également. Et pas des moindres derniers titres. Hein. Je vais vous parler de Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. Parce que oui, c'est le titre en entier, si jamais. Tout le monde dit Dans le sens du vent, mais à chaque fois on oublie Nord-Nord-Ouest. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en anglais, comment on appelle ça, en japonais, initialement, on dit Nord-Nord-Ouest et va avec les nuages, voilà. Je te maudis pas vraiment. Petite malédiction, quoi. Bébé malédiction, on va dire ça comme ça. Et le titre, je trouve ça chouette que le titre, du coup, faut pas oublier qu'on peut l'avoir aussi en islandais. Je vais vous dire, en islandais? Oui, en islandais. Vous allez vite comprendre pourquoi. Avant vite fait de s'arrêter sur le titre, je vais vous parler un tout petit peu de l'autrice. Iriaki, c'est une autrice qui a surtout été connue par le passé en 2004 avec la série qui s'appelait Le Monde de Ran. Peut-être que ça vous parle. C'est une des séries qui était parue en France également. Il n'est plus dispo en neuf, je crois, mais qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes que je connais qui apprécient beaucoup cette série, que j'ai pu lire, que j'ai trouvé très chouette, mais que je préfère largement Dans le sens du vent, pour une autre optique. Donc, Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest, on va suivre déjà une histoire qui se passe actuellement en Islande. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était écrit en islandais, tout simplement parce que ça se passe en Islande. On va être majoritairement, en Islande, pas forcément à Reykjavik, la capitale, mais en tout cas dans la campagne islandaise, dans les petites villes islandaises.
Et on va suivre un ado, qui s'appelle Kei Miyama, qui est japonais, et qui a dû arriver en Islande il n'y a pas si longtemps que ça, et il vit avec son grand-père qui est d'origine française, donc qui s'appelle, je sais plus son prénom d'ailleurs, mais en tout cas ils vivent ensemble. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Parce que le grand-père, lui, il est tombé amoureux de l'Islande, il est resté là, et il a rapatrié Kei à la mort de ses parents. Du coup, quand les parents de Kei ont disparu, bah du coup, son grand-père l'a pris sous son aile, et c'est pour ça qu'il est arrivé en Islande. Il a un petit frère aussi, qui est resté au Japon pour l'instant, qui est sous tutelle, mais voilà, qui a des nouvelles de temps en temps, mais pas plus que ça. Et dans la famille, tout le monde a un petit pouvoir, entre guillemets, qui est assez atypique. Son grand-père peut parler avec les oiseaux, par exemple. Lui peut parler avec tout ce qui est matériel électronique, ce qui va vachement l'aider dans son quotidien de détective. Voilà, il peut parler avec sa voiture, qui est un petit peu capricieuse, ce dire ce qui est. Mais il peut parler également avec les téléphones, enfin, échanger avec les téléphones, en tout cas demander des informations, mais c'est pas une conversation en mode salut, comment ça va, tu vois. C'est plus des informations, communiquer avec eux, voilà. Avec beaucoup de respect. Il le fait pas en mode donne-moi des infos, non, non, c'est vraiment il essaye de communiquer avec eux. Et donc, concrètement, on va déjà suivre Kei dans son environnement, en Islande, en train d'enquêter sur des petites affaires par-ci par-là. Jusqu'au jour où il va apprendre que son petit frère a disparu, et du coup, c'est un petit peu au Japon, et que c'est un petit peu compliqué, voilà, qu'il va essayer d'enquêter en même temps, en parallèle des enquêtes qu'il fait pour un petit peu gagner sa vie en Islande. Mais le tout, et c'est là la force du titre pour moi, dans un titre qui est très contemplatif, avec vraiment une appréciation de son environnement, une appréciation des paysages qui sont absolument sublimes. Pour moi, Hideaki fait partie de ces autrices, enfin Aki Hirie, pardon, fait partie de ces autrices qui sont dans mon top 5, voire peut-être 10, mais en tout cas top 10 sûr en termes de talent de dessinatrice. Les planches sont absolument sublimes. On a un tome 2 qui se passe uniquement dans Reykjavik, qui est littéralement un tome, si vous aimez l'Islande, ou vous cherchez un jour à aller en Islande, lisez le tome 2 de Dans le sens du vent, c'est une sorte de guide touristique de Reykjavik. Voilà. Avec tout ce qui en découle. Mais également avec des personnages qui sont absolument sublimes, qui ont un charisme de fou. Voilà. Ce que j'allais dire, les dessins ont l'air ouf en détail. Ah, mais les dessins sont incroyables. Incroyable, stream. Vraiment, je pèse mes mots. Incroyable. C'est moi, j'ai. T'as prévu d'aller en 2027? Bah, lis Dans le sens du vent au moins jusqu'au tome 2. Tu vas vraiment avoir des. Genre, typiquement, il parle du Golden Tour, qui est à faire dans une journée. Tu peux faire ça dans une journée parce que bah, l'Islande n'est pas si grand. Tu peux traverser l'Islande en une journée, en voiture, en 4 ou 7 heures, je ne sais plus, à ce que j'ai compris. Et il parle un petit peu des choses que tu peux faire en Islande, dans Reykjavik, mais aux alentours, avec les geysers, avec ce genre de choses. Avec les. Enfin voilà. Avec les fjords aussi, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, ça te permet d'avoir un petit peu une vue d'ensemble dans le tome 2. Mais c'est plus un tome 2 où il y a un de ses amis qui vient et que du coup, il lui fait visiter Reykjavik en même temps. Et il va tomber sur d'autres personnages par la suite qui vont prendre un peu plus d'importance dans l'histoire. Concrètement, l'histoire, c'est un peu dur de la définir, hein, en termes de thématique, mais je dirais il y a pas mal de contemplatif, d'appréciation de l'environnement, d'appréciation de la solitude aussi, parce que Kei est plutôt solitaire. Mais en même temps, il y a une notion d'enquête, où il va faire des petites enquêtes en tant que détective, voilà. Mais aussi, surtout, une grosse enquête, où il va se rendre compte qu'il y a un détective japonais qui est en maraude sur l'île, qui recherche son frère, et que ce détective lui dit que non, non, alors du coup j'ai dit non, pardon, c'était pas ses parents, c'était son oncle et sa tante, du coup qui ont disparu, et c'est pour ça que Kei s'est rapatrié. Et le détective japonais lui apprend que en fait son oncle et sa tante se sont fait assassiner. Et lui il est en mode bah non, c'est pas possible. Il lui dit méfie-toi de ton frère, le fameux frère qui est resté au Japon sous la tutelle de son oncle et sa tante et qui a disparu. Donc lui
il va décider de mener une enquête pour innocenter son frère, tout en essayant de le retrouver, parce qu'il a compris que le détective japonais lui dit, bah ton frère il doit être sur cette île, j'arrive pas à le retrouver. Donc son but ça va être de le retrouver en même temps. Voilà. Très très intéressant comme titre, un titre qui moi est un gros coup de cœur si jamais, dans le sens du vent, et que je vous encourage également chaudement à lire. Donc voici pour mes 4 titres du coup. Mes 4 lectures récentes. J'ai relu tout dans le sens du vent d'un coup, j'ai enchaîné les 7 tomes il y a un mois. Donc, et graphiquement, c'est incroyable. Mes images, mes extraits ne justifient pas la beauté des planches. Hein. On peut s'arrêter sur une planche et s'arrêter et regarder pendant 1 minute chaque planche, tellement que ça fourmille de détails. C'est absolument sublime. Donc voici pour mes lectures récentes. Je vous ai présenté Asadora aux éditions Kana, je vous ai présenté Trillion Game aux éditions Glénat, Party Boy Comics aux éditions Noévé Graphics, et enfin j'ai terminé avec Dans le sens du vent aux éditions Soleil. Donc, merci à vous YouTube d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des titres qui vous intéressent comme d'habitude. Si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à échanger sur vos lectures récentes également. Je serai toujours très curieux et très heureux d'avoir vos retours. Merci YouTube, des bisous.